Le sang. Bonjour, bon lundi, madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de diplomatie quand Malabo méprise Yaoundé, c'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal explique simplement qu'un bateau battant pavillon camerounais a été donc arrêté depuis le 17 octobre 2020 avec tous les membres de l'équipage par la marine marchande de la Guinée équatoriale. Donna Simoa complètement dépouillé de son contenu par les militaires reste toujours gardé par les autorités équato-guinéennes qui multiplient plutôt des superfuges pour torpiller davantage l'entreprise camerounaise. C'est ce qu'on dit en page 3 du journal. Le journal parle également de l'administration Biden avec le Cameroun déjà au programme. On le lit en page 11 aussi. On s'intéresse au RDPC à Kribi. Les militants inconsolables, elles n'ont pas été, tout au moins dirigées, n'ont pas digéré que les filles importées d'ailleurs viennent justement jouer les hôtesses lors de l'inauguration d'une entreprise. C'est le journal qui le dit en page 4 ce matin. Le journal parle également de la région de l'Ouest Cameroun avec l'ACAM qui soutient Sokodjou. L'association des notables et dignitaires traditionnels prend position au sujet de la crise qui oppose Sokodjou au préfet Yampen Ousmane, à lire dans le journal ce matin en page 2. Et le journal est donc en kiosque aussi, tout comme l'Œil du Sahel qui parle de politique. Le cas Kavayegue Djibril, c'est à lire en page 5. Le même journal s'intéresse au Covid-19. Le Cameroun est indécis donc sur le choix du vaccin. C'est le journal qui le dit en page 9. On parle également de Bankim avec des milliers de faux actes de naissance en circulation dans cette partie du pays. C'est à lire dans le journal en page 6 ce matin également. C'est l'Œil du Sahel. Le journal Intégration pour sa part parle de l'axe Yaoundé-Malabo, la guerre larvée. Le journal propose également ce matin, parlant notamment depuis 3 mois, un engrenage de représailles et contre-représailles donc ne cesse de rythmer l'actualité entre les deux cousins autour de la nationalisation de la CCIGE et notamment la confiscation d'un navire camerounais et les expulsions même des compatriotes de Paul Biya. Les deux parties évitent justement la diplomatie du panache et notamment du verbe haut. On peut lire le dossier dans le journal, l'enquête qui a été menée par le journal L'Intégration. Le journal parle également de la zone anglophone du Cameroun avec le Chancom Guet-Apens. Tout cela en pages 5 et 7 du journal, disponible en kiosque ce matin également. Toujours dans la presse, disponible en kiosque pour ce lundi, il y a le journal L'Indépendant qui parle de diabolisation, péril sur l'élite Boulou. C'est le journal qui propose le sujet. S'achemine-t-on vers une succession de gré à gré ou vers une révolution de palais? C'est une question. La question mérite justement d'autant plus d'être posée qu'actuellement, une toile d'araignée s'étisse donc autour de l'homme du 6 novembre 1982 pour davantage l'isoler. C'est le dossier à lire, la page 2 à la page 5 du journal. En kiosque, on parle également de Mendoza Gervais dans un état critique. Il est malade en ce moment et il mérite une attention particulière, précise d'ailleurs le journal L'Indépendant en kiosque aujourd'hui. Le journal disponible en kiosque, c'est le quotidien Mutation qui parle de l'actualité également. Le journal revient ce matin pour parler de l'insuffisance rénale avec notamment le kit au double comme titre ce jour pour expliquer ce qui se passe. Le journal parle des dysfonctionnements chroniques dans la prise en charge des malades qui appellent notamment des solutions donc urgentes et durables. C'est en page 7. Le même journal parle également de Célestin Bédigui, Sokodjou que j'ai connu. C'est à lire dans le journal ce matin en page 12 de Mutation. En kiosque également, le journal est donc disponible, tout comme le journal Le Messager qui parle notamment du Conseil régional de l'Ouest, l'exécutif au tribunal de l'UDC. C'est à découvrir ce matin également. Le même journal parle de la crise anglophone avec une journaliste séquestrée par les militaires. Il est reproché à cette dernière de s'être présentée quelques secondes seulement après la rencontre ou l'échange de tirs entre les forces du maintien de l'ordre et notamment les sécessionnistes. C'est dans le journal Le Messager de ce matin qui a également d'autres informations. Émergence parle de la crise anglophone, le durcissement de ton des États-Unis. C'est à lire également dans le dossier proposé par le tabloïd. Le même journal parle aussi du ministère des Finances avec les grands défis de 2021. C'est à lire dans le numéro de ce matin. Également, le quotidien Le Jour parle de marché public avec notamment l'affaire de la route au Télé Ezeka. C'est le dossier proposé par le journal. Et là, on parle aussi de Tribune, le soutien de Célestin
Bezigui au chef Sokodjou, c'est dans le numéro de ce matin. Le journal parle également du champ 2020-2021 avec notamment le Cameroun au deuxième tour. C'est le numéro de ce matin qu'il dit. Et aussi dans d'autres journaux, c'est le Financier d'Afrique qui parle aussi de flux financiers illicites avec les 9 secteurs qui entretiennent d'ailleurs le blanchiment d'argent. On peut le découvrir dans le dossier proposé par le journal. On parle également de ce budget de 89,2 milliards de francs CFA pour la commission de la CEMAC en 2021. Le même journal parle aussi du corridor Douala-Bangui. Le malaise des transporteurs à découvrir dans le journal ce matin aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de Gabéji, ceux qui ont détourné sous le renouveau. Ils sont nombreux, les directeurs généraux, les ministres et autres responsables de l'administration sont également cités par le journal en présentant notamment ces différentes responsabilités. Il y a aussi d'autres précisions que je vous invite à découvrir dans le journal. On parle de la mise en place du Conseil régional de l'Est Cameroun. Joseph Lé déballe tout. Il estime qu'il faut accompagner ce conseil pour la mise en place justement de ce processus de décentralisation et surtout de pouvoir créer quelque chose de mieux pour les populations. Autant d'informations à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal Éco-Santé parle de Covid-19, Chan 2021, santé publique, la santé militaire modernisée se déploie selon bien sûr le tabloïd. La suite est à découvrir dans le dossier proposé par Éco-Santé de ce matin. D'autres informations concernant la santé sont aussi disponibles. Le journal Cameroun Tribune de ce matin par le conseil régional au pied du mur, c'est ce que le journal propose pour dire que plusieurs ont déjà été installés et on n'attend plus que de les voir au pied du mur, de les juger justement à la suite de ce qu'ils auront à faire sur le terrain. C'est le dossier proposé par le journal aussi disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Il y a Entrepreneur, le journal qui parle aussi de la téléphonie mobile avec en invitant les uns les autres à se préparer à accueillir le Blue de Camtel. C'est le journal qui propose le sujet également ce matin. En parlant notamment de ce champ, on voit bien que l'économie est donc perturbée à cause notamment des embouteillages sur l'axe qui va donc du centre-ville vers la périphérie, notamment Japoma, alors qu'il y a des activités à mener, on bloque les routes et on voit bien qu'il y a toujours des problèmes de circulation dans la capitale économique. Voilà ce que la presse dit. Bonjour Thierry Ngapé. Bonjour Flavien Dongo, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui nous suivent avec beaucoup d'attention et on espère être à la hauteur des sujets qui seront choisis tout au long de cette édition. Très bien, merci d'être là ce lundi, comme tous les lundis d'ailleurs, avec Bernard Matana, que j'accueille avec beaucoup de joie. Bonjour Bernard. Good morning Kumbo, good morning Kumba. C'est un plaisir d'être là une fois de plus pour parler des choses de la cité. Naturellement, les choses de la cité que l'on retrouve dans la presse, celle qui est disponible en kiosque ce lundi. On parle de diplomatie avec Camp Malabo, méprise Yaoundé. On voit bien qu'une image du président de la République du Cameroun et celui de la Guinée équatoriale, parlant de cette affaire de bateau qui est coincée donc à Malabo, de 6 mois. Et aussi le journal Intégration qui revient, parle de l'axe Yaoundé-Malabo, la guerre larvée. Alors, pour le premier, il s'agit d'un bateau, battant pavillon camerounais, qui est parti du port de Tiko pour Koko au Nigeria et qui a été intercepté à Malabo par l'armée équato-guinéenne sous prétexte que c'était un bateau pirate. Alors, les fouilles qui ont été faites n'ont pas révélé des objets compromettants pour attester qu'effectivement il s'agit là d'un bateau pirate. Mais depuis lors, des Camerounais sont séquestrés dans les gendarmeries de la Guinée équatoriale sans que le moindre pas soit fait. Il faut dire que dans le jargon maritime, quand on dit un bateau battant pavillon camerounais, cela veut dire que c'est l'État du Cameroun. Or, par définition, on ne peut pas séquestrer un État. On ne peut pas. C'est impossible. Nous pensons que les deux pays, parce que là c'est une affaire qui implique deux pays, que les deux pays, Guinée équatoriale et Camerounais, devaient s'asseoir pour trouver une solution à ce problème épineux. Parce que déjà, au niveau des gendarmeries, il y a des Camerounais à qui on administre des traitements inhumains et dégradants. Et puis, la loi maritime dit qu'effectivement, lorsqu'un bateau est arrêté, que
le propriétaire soit au moins informé. Alors, les investigations qu'on a faites auprès de la société à qui appartient le bateau, ils n'ont jamais été officiellement informés de cet incident. Nous pensons que ça a déjà trop duré. 3 mois déjà que les gars souffrent. Il faut que l'État camerounais prenne en compte cette situation. Alors, Thierry Nyopé, la nouvelle expression qui évoque le sujet ce matin parlant de Malabo qui méprise Yaoundé, intégration évoque également le sujet, mais tout en rappelant qu'il y a d'autres affaires et qui concernent, qui ou tout au moins divisent un peu à un certain niveau, à un certain degré, la Guinée équatoriale, le Cameroun. On voit bien les mêmes images, le président camerounais, le président équateur-guinéen, tout comme dans la nouvelle expression, qu'il s'agit là d'un problème de diplomatie qu'il faut résoudre également entre États. Oui, il faut dire que Bernard est venu largement sur le sujet avec beaucoup d'emphase et beaucoup d'éléments d'ailleurs. Il a dit, le responsable de ce bateau n'ont pas été notifiés de manière officielle. Je crois qu'ils ont même, pour permettre la libération de ces Camerounais qui sont encore détenus jusqu'ici du côté de la Guinée équatoriale, ils ont écrit à la présidence de la République qui les a même reçus. Mais il se trouve que depuis qu'ils ont été reçus, la situation n'a pas beaucoup bougé. La présidence de la République, le secrétariat général, je crois, de la présidence de la République, a même écrit au ministre de la Défense pour que cela regarde de près ce qui se passe de ce côté. Jusqu'à présent, 3 mois, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Le ministère des Transports a également été impliqué dans la gestion de ce dossier. Vivement que que les solutions soient véritablement trouvées. À défaut, dans le cadre justement de la diplomatie, le Cameroun peut également appliquer la réciprocité. Parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de navires battant pavillon équato-guinéen qui passent par le Cameroun. Et on connaît en même temps comment faire pour les arraisonner. On les accusait d'avoir, en fait, on les soupçonnait d'avoir participé au rafle d'un Philippien qui était dans un bateau américain. Bernard a dit tout à l'heure, toutes les fouilles n'ont rien montré qu'il s'agissait effectivement de cela. Il faut donc que la diplomatie de couloir, comme on a l'habitude de le dire au Cameroun, travaille d'arrache-pied pour que cette situation trouve une suite favorable. À défaut, appliquer la réciprocité. Vous parliez tout à l'heure des d'autres affaires qui séparent malheureusement la Guinée équatoriale et le Cameroun. On peut évoquer le cas de la CCI Bank avec, je crois, le docteur Pokam Kamounié, qui a dû même totalement céder ses actifs à l'État guinéen équatorien à cause de toutes ces pressions qu'on a exercées longuement sur lui. Il n'est même pas le seul. Il y a également la CBC qui a eu à vraiment à partir avec des responsables équato-guinéens. On ne comprend pas comment un pays si proche du Cameroun, qui à un moment donné on croyait même qu'il aurait pu être une partie du Cameroun, peut se comporter de la sorte au moment où on parle de plus en plus d'intégration sous-régionale. Voilà autant de goulots d'étranglement qui nous montrent à suffire que l'intégration tant souhaitée de tous nos voeux, notamment au niveau de l'Afrique centrale, est un véritable leurre. Et que le passeport biométrique, le passeport CEMAC et tout cela, par rapport justement aux pays de l'UEMOA ou aux pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, qui en principe devraient avoir un même ancêtre, continuent à avoir de gros problèmes d'intégration à cause justement de 2 pays. Il y a la Guinée équatoriale et de l'autre côté le Gabon. Mais pour ce qui est de la Guinée équatoriale, je crois que la situation a assez duré à mon sens. D'accord, alors donc vous aurez l'occasion de lire le dossier ou tout au moins les articles qui ont trait justement à cette autre actualité. La diplomatie quand Malabo méprise Yaoundé, c'est la nouvelle expression qui se cite ainsi, et l'intégration qui parle de l'axe Yaoundé-Malabo, la guerre larvée, c'est dans le journal ce matin, vous avez la possibilité de faire le tour. Alors le journal, la nouvelle expression reste également sur un fait, parlant notamment de l'Ouest Cameroun, où le LACAM qui soutient Sokoudjou, et là l'association des notables et de dignitaires traditionnels prend position à la suite de cette petite guéguerre qui règne désormais entre le préfet Yampen et Laura Sokoudjou. Alors moi je pense que c'est une bonne guerre déjà au départ, de prime abord, que le LACAM soutient Sokoudjou Jean Rameau, qui certainement est un membre de l'ACAM. Ce qu'on sait du LACAM, c'est qu'avant d'être intronisé chef,
tu passes une initiation et que par les sociétés secrètes africaines et à l'ouest du Cameroun. Donc c'est de bonne guerre. Mais ben là, il ne s'agit pas de cela comme question, il s'agit d'une association. Et si vous regardez bien au niveau des référents de cette association, vous vous rendrez compte que c'est une association qui est basée à l'Hexagone. Je ne souhaiterais pas donner le pays ici, mais ce sont des référents qui nous renvoient pour l'ACAM traditionnel. Alors, en attendant que le LACAM traditionnel apporte des précisions, nous on voit le LACAM. Donc moi je pense que c'est bonne guerre. Et puis il faut revenir au fait même d'un chef traditionnel plutôt iconoclaste. Nous sommes dans une république, Monsieur Ndongo, et dans la république, on a fortement impliqué les chefs traditionnels qui sont partis de leur posture de gardiens de nos traditions à activistes politiques. Mais les chefs traditionnels ont été candidats aux élections. Ils sont devenus des leaders politiques, des militants politiques. Mais laissez les militants politiques parler. Mais si on est militant politique, on a son point de vue à donner. Si tant il est vrai qu'on a pensé que les chefs traditionnels doivent participer à la consolidation d'un pays en tant qu'un pays démocratique, en s'intégrant dans la politique, et qu'on les laisse parler, et qu'on laisse le chef Tchokoudou donner ses positions politiques. Et l'histoire nous apprend que lors de d'une de ses vies, il a été un militant actif de l'UPC, de l'Union des populations du Cameroun. C'est peut-être cette fibre-là qui fait ressortir aujourd'hui. Moi, je pense qu'on devait laisser aux chefs traditionnels le soin de donner leurs opinions politiques parce qu'on les a impliqués dans la politique. Alors, et bien plus, on peut vivre dans un régime purement démocratique en tenant compte des réalités traditionnelles. Il faut voir l'exemple du Mali, du Burkina Faso avec le Moro Naba et puis dans les autres pays. On est parfaitement démocratique en laissant soin aux chefs traditionnels de donner leur point de vue sur les marches des choses de la cité. D'accord. Alors, souvenez-vous de cette phrase, la politique aux politiciens, et le reste aussi, chacun dans son domaine. Les écoliers, mais on n'a pas dit la chefferie au chef. Non, on pouvait bien le dire aussi. Alors, et bien on comprend bien. Alors, il y a le chef Sékoudou qui estime que aujourd'hui, les chefs ont carrément oublié ce qu'ils ont à faire comme rôle. Ils ont du mal à faire la différence entre la politique qu'ils mènent aujourd'hui et notamment l'aspect, le volet traditionnel. C'est ça qui pose problème véritablement. Je crois, Flavien Ndongo, que les chefferies traditionnelles, du moins certaines chefferies traditionnelles, notamment à l'Ouest, sont responsables de leur propre turpitude. Et même au-delà de l'Ouest, toutes les autres... Il n'y a pas qu'à l'Ouest, ça se passe partout aussi. Au-delà de l'Ouest, je veux dire, toutes les chefferies traditionnelles sont responsables de leur propre turpitude en acceptant déjà de faire chorus avec le pouvoir en place, en acceptant de faire partie justement de ce pouvoir-là, alors que leur rôle premier reste celui de gardien de la tradition. Parce qu'un chef n'a pas de bord politique, un chef par essence est apolitique. Un chef qui est déjà militant d'un parti politique, que ce soit du RDPC, de l'UPC et des autres formations politiques de l'opposition, est déjà à partir de là disqualifié de son rôle de chef. Parce que le chef est un rassembleur, est celui-là qui doit rassembler tous ses enfants, tous ces sujets, qu'ils soient de l'UPC, du RDPC et j'en passe. Du moment où un chef revêt sa casquette d'homme politique, il perd toute sa qualité de chef. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura plus la lucidité nécessaire pour juger au mieux des problèmes entre fils, entre ses fidèles, entre ses ouailles, entre ses enfants, entre ses sujets venant des bords différents. Parce que lui-même est déjà teinté d'une certaine coloration. Ce qui fait que si, par exemple, vous êtes de l'UPC, si vous êtes chef et militant du RDPC, sénateur du RDPC, vous croyez que vous jugerez, vous regarderez d'un bon œil un militant d'une autre formation politique. Et c'est ce qui se passe justement aujourd'hui
du côté de Fumban, où vous voyez l'épouse, Madame Njoya, qui est maire de Fumban, tenir tête, et de manière assez grave d'ailleurs, au sultan des Bamoun. Parce que justement, dans sa posture de femme politique et dans sa posture d'homme politique, les deux ne peuvent pas s'entendre. Ils viennent de deux bords différents. Ce n'est pas le sultan roi des Bamoun qui est malheureusement victime de cette insubordination de Madame Njoya, mais c'est plutôt l'homme politique qui est victime de l'insubordination. Donc le fossé est tellement étroit qu'on n'arrive plus à faire la part des choses entre le chef et le militant politique. Il faudrait donc que les chefs traditionnels comprennent que leur rôle premier est celui de garant de la tradition. Et pour cela, ils doivent rester exclusivement dans ce rôle pour mieux apporter leurs apports. Et c'est la raison pour laquelle un chef qui est un leader d'opinion, vu qu'il a des sujets, il gère des communautés, est libre de penser, de dire ce qu'il pense à eux et à Dja. Il n'est pas assujetti à une autorité traditionnelle. Le fait même d'avoir accepté cette place-là, malheureusement, les a exposés à ce que nous voyons ces derniers temps. Et quand bien même ces chefs écrivent des motions de soutien pour soutenir le président Paul Biya, cela ne pose pas de problème. Quand ces chefs maintenant dénoncent la malgouvernance que nous voyons au quotidien, notamment pour ce qui est de certains secteurs, pas de tous, heureusement, quand on décrit cela, il est tout à fait normal pour un leader d'opinion de dire ce qu'il pense là-dessus, de donner sa vision sur la marche des choses. Et je crois que c'est ce que fait Sa Majesté Sékou, que cela plaise ou pas. Maintenant, ça peut être mal interprété ou bien interprété, ça dépend du bord où on est. Toujours est-il que c'est un leader d'opinion qui a son mot à dire et les autres chefs doivent comprendre qu'on ne peut pas à la fois être garant des traditions et faire en même temps de la politique. Bénard, nous sortons du sujet. Il faut dire au finish que le rôle, c'est-à-dire que la fonction de chef traditionnel a été galvaudée et à la limite phagocytée par la République. Il faudra qu'on revienne aux fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, tous les ministres sont chefs traditionnels. On ne sait pas comment et pourquoi. Alors que la loi l'interdit. Tous les ministres sont des chefs traditionnels. Il faut le souligner. Tous les députés sont des chefs traditionnels. Tous les élus sont des chefs ministres, c'est quelques-uns quand même. Mais attends, moi je pense qu'on doit revenir aux fondamentaux. On doit redonner aux chefs traditionnels la dignité qui est la leur, le rôle qui est le leur. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un ministre montre le doigt à un chef. Tu te lèves et tu montres le doigt à un chef. Nous sommes des Bantous, nous sommes en Afrique. Ce n'est pas acceptable. Il faut que les chefs reprennent leur rôle. Parce que si on veut une société solide, bien organisée, il faut que la chefferie soit organisée de façon solide et édifiante. Il faut le respect de l'autorité traditionnelle. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, donc, et c'est même le socle granitique de toutes les sociétés au monde. Regardez comment ça se passe au Nigeria. Vous pouvez faire ça au Nigeria, c'est pas possible. Un ministre ne peut pas parler n'importe comment à un chef traditionnel là-bas. Non, c'est pas possible du tout. Pourquoi ça se passe au Cameroun? Simplement parce que les chefs sont sortis, ont laissé leur rôle pour s'occuper des victuals, parce que justement on est dans une société en quête de prestige, d'argent, et malheureusement on perd totalement les valeurs essentielles. D'accord. Alors le sujet est contenu dans la Nouvelle Expression ce matin, et notamment le quotidien Le Jour, qui nous apprend également qu'il y a Célestin Bédigui qui soutient le chef Sékou. C'est dans le journal Le Jour. Alors autre sujet proposé par la presse ce matin, il y a Mutation qui parle d'insuffisance rénale avec le kit au double. C'est un titre proposé par le tabloïd. Oui, c'est dans le style de Mutation. On a appris à s'habituer à ce style-là. Mais il faut dire que, bon, voilà, le problème d'insuffisance rénale se pose avec acuité. Il y a eu des descentes sur le terrain pour les gars de ceux qui ont souffert d'insuffisance rénale pour dénoncer l'absence de dialyse, l'absence d'hémodialyse, l'absence des équipements d'hémodialyse. Et le ministre de la Santé a promis qu'il pourra remédier à cet état de choses. Mais nous pensons que vraiment c'est une urgence. C'est une urgence médicale et même une urgence vitale. On ne peut pas supporter qu'il y ait une rupture d'appareil d'hémodialyse. On ne peut pas supporter parce que c'est vital.
La moindre rupture entraîne dans la mort, c'est inéluctable. Lorsque vous n'êtes pas dialysé, vous mourrez. Et donc, il faut qu'on en tienne compte. C'est une urgence vitale qui devait être une préoccupation du ministère de la Santé, une préoccupation, parce que c'est vital. Moi, je pense qu'on devait, et c'est comme ça qu'on devait prendre la chose, pour comprendre que l'hémodialyse, c'est quelque chose qui doit être permanent. Alors, les appareils d'hémodialyse doivent être en permanence dans les hôpitaux pour sauver les vies, parce que chaque fois qu'on rentre dans une salle d'hémodialyse, c'est pour sauvegarder sa vie. D'accord. Quitte ou double? C'est ce que Mutation propose comme titre. Oui, c'est assez grave, Flavien. Je crois qu'on ne devrait même pas sourire quand on aborde un sujet aussi grave. Et face aux réalités aussi criardes, aussi difficiles à supporter, comment peut-on empêcher un chef traditionnel, qui plus est peut avoir des sujets malades ou atteints d'insuffisance rénale? On ne peut que dénoncer. Donc le fait de dénoncer sur ce plateau et dire que nous sommes des apatrides, non. Nous sommes patriotes. Et c'est justement parce que nous sommes patriotes que nous trouvons absurde, incongru, insupportable que l'on continue à accepter ce genre de choses. Il y a eu des marches à Bamenda. Il y a eu des marches à l'extrême au nord. Il y en a à l'est. Il y en a à Yaoundé, à Douala, pour un problème de santé publique. Prioritaire d'ailleurs, Bernard l'a dit tout à l'heure, quand vous ne vous faites pas dialyser au minimum 2 fois par semaine, vous êtes à l'article de la mort. C'est comme si ces gens qui gèrent ce genre de dossier s'en foutent à la limite de la vie des Camerounais. On vous dit par exemple du côté de Bamenda que les machines sont obsolètes. Comment les machines de ce type, d'une importance aussi capitale, peuvent être arriver à être désuètes? Comment on peut vous dire que la salle d'eau, c'est-à-dire on peut creuser un forage pour permettre justement aux machines de fonctionner normalement, mais la salle d'eau était inexistante du côté, par exemple, du nord. Est-ce que c'est compréhensible? Non. Alors, pour ce qui est de l'Est Cameroun, peut-être parce que le ministre a annoncé qu'il va envoyer les kits de ce côté-là, mais il est constaté que les kits envoyés à l'Est ne sont pas compatibles avec les appareils qui sont là-bas. Voilà une autre situation. Comment peut-on arriver à ce genre d'incongruité? C'est comme s'il n'y a pas de suivi, c'est comme si à la limite on se fout de la vie de ces Camerounais-là. Je vous rappelle qu'on ne choisit pas d'être malade. Qu'est-ce qui vous dit que demain, on ne le sera pas? Il y a un confrère d'un journal de La Place qui a découvert, malheureusement, il y a quelques années, qu'il est insuffisant rénal. On ne souhaite pas y être, mais ça peut frapper tout le monde. Que de prendre l'argent pour injecter dans l'achat des véhicules de luxe pour un divertissement comme le Chan, ce qu'on voit malheureusement, que de prendre autant d'argent pour injecter là où il faut nécessairement pas. Je crois que les responsables en charge de la gouvernance de ce genre de la gestion de ce genre de dossier doivent davantage comprendre que quand on est ministre pour servir le peuple, on est ministre pour servir les Camerounais, et ces Camerounais sont en train de souffrir parce que ça peut, eux, s'ils étaient dans cette situation-là, ils auraient pris l'avion depuis pour aller se faire dialyser en Europe. Alors, les autres Camerounais qui n'ont pas la possibilité de rallier même une ville à l'autre, encore moins. Je vous rappelle que quand vous finissez d'être dialysé, vous devez suffisamment manger, non même pas certainement la possibilité de bien manger, continuer à subir ce genre d'atrocité. Vivement qu'on tape du poing sur la table et qu'on dénonce davantage avec véhémence ce genre de comportements qui ne sont pas de nature à encourager justement d'être Camerounais. C'est comme si ceux qui nous gèrent ont perdu totalement la raison et malheureusement où ils ont jeté la raison à l'opprobre et continuent à faire ce qu'ils veulent. C'est un sujet extrêmement important. On a vu comment on a géré la Covid avec autant de milliards. Pourquoi on ne peut pas prendre un peu d'argent, mettre de côté pour que les kits ne soient jamais en rupture, pour que la salle d'eau n'ait pas de problème? En réalité, ça fait mal quand même. En tout cas, Mutation est revenu ce matin en vous proposant un titre kit au double parlant de l'insuffisance rénale. Et là, on va lire la suite dans l'article proposé par le tabloïd pour parler des dysfonctionnements évoqués ou observés à travers ou dans des structures, certaines structures sanitaires. On va lire le sujet. Alors, l'Edicel revient, on va reparler politique avec le cas Kavaye Guédibril. Le journal nous apprend qu'il est carrément à l'étroit en ce moment. Ses militants de base, ses proches ne savent plus à quel sens se vouer parce qu'ils estiment que lui, il n'a plus assez de pouvoir au niveau local
et que avec le mois de mars, qui est d'ailleurs le mois de la session et qui renouvelle le bureau, il risque de ne plus être le président. Oui, il faut aussi dire que beaucoup d'années au pouvoir, ça use. Ça use, parfois, les gens sont fatigués de voir une même personne et à la limite même, on commence à se lasser. Parce qu'il faut le dire parfois ici sur ces plateaux. L'alternance, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas une formule qu'on doit tous les jours utiliser sans que ce soit dans les faits. Non, il a déjà mis assez de temps. Et les gens se lassent. C'est tout ce qu'on puisse dire. Il faut qu'on donne dans ce pays un sens à l'alternance politique. Quand tu as mis autant de temps que lui, comme président de l'Assemblée nationale, c'est de bon ton que tu sois mis à l'étroit à un moment. Parce que tu vas être sclérosé, tu ne vas plus donner du meilleur de toi-même. Donc il faut un nouveau sang, il faut une alternance. Et il faut qu'ils comprennent qu'il est temps, avant que les choses ne le quittent. Mais non, moi, je pense pas que l'alternance pour l'alternance, je ne partage pas ce point de vue, parce que quand on parle d'alternance, allez regarder combien de mandats Angela Merkel a déjà fait en Allemagne. Mais là n'est pas le problème pour moi. À mon sens, c'est qu'est-ce qu'on apporte quand on est là. Vous avez vu là où Kavaïgué a voté lors de la dernière élection, c'était dans un endroit avec des pailles. Vous avez vu où les enfants fréquentent dans le Septentrion? Moi j'ai les images, parce qu'on les a diffusées à notre niveau. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Est-ce qu'il y a les routes dans sa localité, dans le Mayo-Sava? Je ne pense pas. Quand vous regardez comment ça se passe, à quoi ont servi ces gens au pouvoir? À quoi aurait servi la présence de Kavaïgué pour ses militants, pour ses populations même? Laissons les militants, parce que quand on est élu de la nation, on est élu pour tout le monde. À quoi leur présence a servi aux populations? À rien du tout. À un moment donné, il faut faire la passe. Et puis, au-delà de cela, au-delà de tout ce temps passé aux côtés du président Biya, il est fatigué. Il a usé, s'il avait encore de la niaque, de la poigne, la capacité de courir, de résoudre des problèmes, on aurait encore permis qu'il soit là. Mais Bernard, ce qui est encore déplorable, c'est qu'il sera réélu. Il sera réélu. Voilà. Alors, dites-moi où se trouve le président du Sénat. Alors nous parlons. Vous croyez, depuis combien d'années vous ne le voyez plus réellement? Lors de la dernière session, on n'y était pas. Vous croyez qu'entre-temps, on a eu à changer le président du Sénat? Non. Mais il est encore là, il est président du Sénat. Pourquoi faire? Pourtant, c'est un poste qui mérite de l'action. Il est fatigué, malade, affaibli. Vivement que celui qui nous gouverne comprenne cela et commence à consentir à faire libérer le plancher de ces gens-là. En même temps, on vous dirait que c'est la même génération aussi. D'accord. Alors, ça allait tellement vite. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous comprenez bien que tous ces sujets sont contenus dans les tabloïds. L'Œil du Sahel qui revient ce matin et parle de politique avec le cas Kavaïgué Djibril. C'est à lire en page 5. Merci, bonne journée à vous. Bon retour à vos différentes rédactions également. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose. Bonne journée.